Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Une nouvelle vidéo du youtubeur de jeux de rôle le plus pâle que vous ayez jamais vu. On va parler d'un jeu sur lequel je suis tombé plutôt par hasard, que je cherchais pas particulièrement. C'est juste que je regarde des chaînes YouTube et je regardais la chaîne Knights of Last Call, qui est plutôt une chaîne intéressante d'ailleurs, où il y a des longues vidéos de reviews et de dissection de jeux, etc. Et j'en regarde de temps en temps. Et puis je suis tombé sur quelqu'un qui parlait de Grimwild. Grimwild, c'est un jeu auquel, à l'heure où je vous parle, j'ai joué 4 sessions et je kiffe vraiment beaucoup. C'est un jeu narratif pour jouer avec les tropes de D&D assez classiques. On joue des aventuriers, on joue des archétypes comme le guerrier, le magicien, le voleur, le barbare, etc., etc. Sauf que cette fois-ci, plutôt que de rester attaché aux origines de D&D, le D20, le wargame, tout ça, le dungeon crawl, on nous propose un système qui colle plus, je dirais, à une vision de D&D qui serait véhiculée par l'actual play. Des histoires épisodiques, dramatiques, avec des retournements de situation, des conflits entre personnages, de l'action cinématique, plutôt dans le théâtre de l'esprit, dans la tête, plutôt qu'avec des petites miniatures et la gestion de tout un tas de compétences, etc. Grimwild, c'est, on pourrait dire, une sorte d'alternative narrative à D&D, d'alternative à Dungeon World. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer le bouquin en allant relativement vite et je ferai probablement des vidéos pour aller un petit peu plus loin parce qu'en une seule vidéo, ça me semble être un petit peu indigeste. Donc on est parti. Donc voilà Grimwild. Donc là, on est sur la V1.0. Le jeu est pas encore imprimé, mais on peut déjà le récupérer sur DriveThruRPG. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour aller jeter un coup d'œil au jeu après la vidéo, sachez que sur DriveThruRPG, il y a une version gratuite quasi complète. En fait, il n'y a que des petits bonus, quand même des trucs assez intéressants qu'on verra vite fait dans cette vidéo. Il n'y a que quelques trucs qui vous manqueront. Donc ça, c'est plutôt cool. Et une deuxième chose, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est en anglais. Mais sur le Discord de Grimwild, j'ai vu que l'auteur était en train de voir pour une traduction française et espagnole. Je ne sais pas du tout dans quel délai ça se fera, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc auquel il pense. Donc Grimwild, ça se joue avec le système Moxie, qui est c'est le premier jeu qui utilise le système Moxie, c'est le système que l'auteur a créé là pour Oddity Press. Et en gros, c'est un jeu, on pourrait dire, qui vient s'inscrire après... plutôt, vous voyez, il y a des sortes de branches, genre le D20, machin truc, avec l'OSR, tout ça. D'un autre côté, on a, je sais pas moi, GURPS, le basique descend, nanana, on a les PBTA, etc., etc. Là, on est plutôt côté PBTA, sauf qu'on est l'après-PBTA, puisqu'on est dans un jeu qui ressemble pas mal à Blades in the Dark, mais c'est pas Blades in the Dark non plus, c'est le système Moxie, c'est ça qu'il faut comprendre, mais c'est pour voir un peu d'où il vient le jeu. Donc qu'est-ce que Grimwild? Grimwild est un jeu d'aventure fantasy cinématique. Vous partez faire des quêtes, vous plongez dans des donjons, vous explorez la nature sauvage. Il peut être joué dans un univers de votre choix ou un univers que vous allez créer collaborativement. Ce n'est pas un setting, le jeu vous donne des règles, des monstres et des aventuriers à jouer dans une campagne. Et on nous parle ici du côté un peu cast de série TV, quoi. Et donc c'est pas sans rappeler un peu en fait ce qu'essaye de faire, enfin ce que fait Critical Role avec Donjons et Dragons. Sauf qu'ici, on va dire que le bouquin, si vous en suivez les règles, vous allez probablement, je dirais, plus directement atteindre une sorte d'expérience un peu comme ça à la Critical Role. Là où dans Critical Role, on va dire que finalement, et dans la plupart des actual play de fantasy, etc., le côté dramatique, le côté machin et tout, vient un peu par-dessus, on le greffe à Donjons et Dragons. Donjons et Dragons ne donne pas vraiment de règles pour jouer des trucs dramatiques. Il nous donne des règles pour résoudre des conflits, principalement des conflits, des combats. Il nous donne des règles pour créer des personnages, faire des jets de compétences et surmonter des obstacles, mais pas nécessairement pour bâtir une histoire. Donc là, on est vraiment plus sur un jeu où on essaye de... ou un jeu narratif, en fait, où on essaye de créer une histoire. Donc on nous dit le gameplay flows smoothly, donc le jeu est plutôt fluide, bon ça tous les jeux de rôle le disent. Pour avoir joué 4 sessions, je trouve que c'est plutôt vrai, même si ça nécessite d'apprendre des choses, ça nécessite de réapprendre des trucs, donc forcément les premières parties, si vous avez joué à des systèmes décents ou si vous avez joué en fait à des jeux qui ne sont pas Moxie, vous n'allez pas tout de suite capter le truc, mais on le capte assez vite, et une fois qu'on l'a capté, c'est plutôt fluide, je trouve. Je trouve que la promesse est plutôt tenue, même si on verra qu'il peut y avoir des petites difficultés, j'arrive dessus après. L'histoire est character-driven, donc c'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur les personnages. Les joueurs travaillent ensemble pour créer leur groupe, l'identité du groupe, créer des arcs narratifs, etc., etc. On va
dans Grimwild, statuer un petit peu sur ce qu'on veut jouer. C'est pas, par exemple, un côté un peu, je dirais un peu plus Shadow Dark, vous voyez. Shadow Dark, ça s'inscrit plus directement dans la lignée Donjons Dragons, OSR et tout. Et dans Shadow Dark, en gros, on crée des personnages très très vite et boum, on est catapulté dans un monde dans lequel, en fait, on attend à ce qu'il y ait plein de choses qui soient préparées à l'avance, des donjons à explorer, tout ça. On participe de base, si on suit ce que nous dit Shadow Dark, moins en tant que joueur, à créer les conditions de la campagne dans laquelle on veut jouer. Ça fait pas partie du jeu baseline. On peut l'ajouter comme dans n'importe quel jeu de rôle, mais bref. Les personnages se révèlent au cours de la partie, les choses deviennent dramatiques, et l'histoire est un maelstrom de jets de dés et d'idées fun. Ok. Donc c'est un jeu de rôle qui s'inspire, on nous dit, très majoritairement de l'heroic fantasy, influencé par Donjons et Dragons. En particulier, le D&D plutôt moderne, à partir de la 3e édition. Il s'inspire également de Dungeon World et de tous ses descendants, tels que Unlimited Dungeons, Chasing Adventure, Homebrew World, je connaissais pas Homebrew World, et Stone Stop, je ne connais pas non plus. Et mécaniquement, il se base sur les inspirations de l'auteur, et on nous dit que les principales inspirations sont Burning Wheel, Cortex Prime, Blades in the Dark et Fate. Donc je vais pas passer sur ce qu'il faut pour jouer, etc. Grosso modo, pour jouer, il vous faut des D6 et des D8. Il va vous falloir quand même pas mal de D6 parce que il y a des pools de dés à certains moments qui sont utilisés. Je pense 8 D6, c'est suffisant. Et il vous faudra aller peut-être 3 D8, quoi. Donc avant même de s'enfoncer plus avant dans la mécanique, on va dire, de Grimwild, la mécanique de résolution, etc., ce qui est moyennement sexy, on va dire, j'ai envie de vous montrer un peu ce à quoi on joue quand même. C'est pas hyper original, mais ça peut quand même donner une idée. Donc en fait, on joue des aventuriers, et nos aventuriers, en fait, on va les construire, pour ce qui intéresse les PJ, en choisissant des talents qui se trouvent dans différentes passes, et on reconnaît là nos classes de Donjons et Dragons. On a le barde, on n'a pas le barbare, on a le berserk, on a le cléric, le druide, le drill, le fighter, le monk, le paladin, le ranger, le rogue, le sorcerer, le warlock, le wizard. Donc vraiment, c'est les classes de D&D, et ça va nous donner des talents. Sachant que si les voix là, les passes, ont les noms des classes de D&D, en réalité, ce ne sont pas des classes, dans le sens où en fait, on va pouvoir les piocher dans les talents de toutes les voix. C'est juste pour les trier et plus facilement trouver les trucs archétypaux justement de D&D, quoi. Et donc en fait, nos personnages, en fait, ils vont pouvoir aller piocher dans tous les talents de tous les différents trucs, ce qui va faire potentiellement on peut avoir des personnages quand même très très variés. Et en fait, quand on va créer un personnage, on va choisir à la création de personnage un talent noyau, un core talent, un talent principal. Ça, on peut en avoir qu'un dans toute la campagne, et il y en a un par voix. Et dès la création de personnage, on choisit un deuxième talent qui, lui, n'est pas un core talent, et donc on peut aller le chercher dans n'importe quelle classe. Par exemple, au niveau 1, je peux décider d'avoir la frénésie du barbare, mais de prendre un talent de druide, ou de guerrier, ou de moine. On peut juste pas prendre 2 talents corps, là. Donc ça donne quand même une assez grande variété de personnages possibles, et on peut justement, du coup, casser les tropes. C'est-à-dire que si je décide de jouer un ranger, je vais pas me retrouver avec une arme dans chaque main, un compagnon animal, un arc et des sortilèges. Donc ça, déjà, je trouve que c'est plutôt cool pour les personnages, pour vous faire une petite idée, avant qu'on aille voir la mécanique. Et il y a aussi la possibilité, enfin, si vous prenez la version payante du jeu, vous avez un chapitre 7 supplémentaire dans le bouquin, où il y a l'artificier et le psionique. Bon allez, on va aller regarder quand même un peu plus la mécanique. La petite difficulté du jeu au début, c'est que comme c'est un nouveau système, le système Moxie, là, il y a du vocabulaire à capter, et cette page le résume assez bien. Sur la gameplay overview ici, il y a tous les termes techniques qui sont regroupés. Moi, je trouve que le jeu est plutôt clair. Si on prend les règles, vraiment les règles, il y a quoi? Une trentaine de pages, peut-être, quelque chose comme ça. Mais ça peut être un peu dense, et surtout, il y a beaucoup de mots qu'on connaît pas. Donc, on forme un groupe d'aventuriers. Chaque personnage va être caractérisé par 2 backgrounds, et par des talents qu'il va choisir dans des passes d'aventurier, en gros des Adventurer Pass. Il va aussi avoir des stats, des traits, des désirs, des liens et des story arcs. Donc au niveau des PJ, là ça va. Par contre, ensuite, on voit qu'on a un jet d'action, qu'on verra juste après. On a des jets de défense, on a des jets de montage. On a 5 résultats, je crois, différents sur les jets de dés, donc c'est pas réussite-échec. Nos jets de dés peuvent être cut, on a des points de story, on a des points de spark. Il y a plein de petites règles, voilà. Il y a plein de petits vocabulaires à capter. Et pour le MJ, c'est pareil. Il y a différents moves, etc., etc. Donc, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de jeu, ça peut être un peu le truc difficile au début. Donc, on nous dit que le but, ça va plutôt être de jouer de manière cinématique. C'est-à-dire qu'a priori, on n'a pas besoin de battle map, etc. dans le système Moxie. On est plutôt en train d'imaginer la scène dans notre tête. C'est plutôt théâtre de l'esprit, n'est-ce pas ?
et on partage la narration de manière assez collaborative. En fait, on essaye de rendre ça le plus dramatique, cinématique, en mouvement de tous les côtés de la table, en fait. C'est un jeu aussi qui se joue pas au tour par tour, etc., un peu dans la même idée que les PBTA, etc. Donc on a des petits conseils sur comment utiliser le spotlight, c'est-à-dire cette idée de se passer la caméra, entre guillemets. Et donc dès le début du jeu, on invite tout le monde à savoir attraper le spotlight, le partager, se le passer, etc. Ça va pas être que au MJ de faire ça. Et un truc assez important, c'est qu'on nous dit ne jouez pas pour gagner, mais pour raconter des histoires. Et on va voir que dans ce jeu, les mécaniques renforcent cette idée. Le fait de théâtraliser et de raconter des histoires, ça n'est pas une surcouche, ça va pas être ça se fait moins par la compensation que dans certains jeux. Donc voilà une fiche de personnage. Moi j'aime bien regarder les fiches de personnages des jeux, ça me donne un peu une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc là, ça fait penser quand même pas mal à du Blades in the Dark. Donc on voit que c'est assez épuré. En fait, ce qui va se passer dans Grimwild, c'est que vous allez avoir 4 stats. Brawn, donc plutôt la force, etc., l'endurance, machin truc. Agilité. Wits, donc plutôt la ruse, l'intelligence. Et la présence, plutôt le charisme et la volonté. Et en gros, vous allez toujours plus ou moins faire des jets avec ces 3 caractéristiques qui vont se situer dans une range de 1 à 3. Et en fait, on jette des poules de dés. Donc c'est à peu près la même mécanique de résolution que dans Blades in the Dark. À ce niveau-là, on va le voir juste après. On voit que sur la fiche aussi, on a des états qu'on peut cocher. Bloodied, quand on n'est pas bien physiquement. Rattled, quand on n'est pas bien mentalement. On peut aussi noter des conditions. Et ensuite, en dessous, là, vous voyez qu'en dessous de vos caractéristiques, vous avez aussi un petit endroit pour cocher vos caractéristiques. On appelle ça une marque. Et ça va vous mettre des désavantages pour utiliser l'édit de caractéristiques ensuite. Après, là, on a des backgrounds, des traits, des désirs. Et tout ça, c'est pas quelque chose qui est mécaniquement codé en dur dans le jeu, mais ça permet de savoir à peu près qui est votre personnage, un peu les endroits où il devrait être plus ou moins compétent, tout ça. Et donc, du coup, de déterminer, ne serait-ce que si on a besoin, votre personnage, finalement, on a besoin de lui faire un jet dans certaines situations. Si le MJ va venir augmenter la difficulté des jets, etc., etc. Et c'est pas les backgrounds, tout ça ne donne pas à proprement parler des bonus, des malus mathématiques que vous devez avoir à l'esprit en tant que joueur en permanence. Ensuite, vous avez des liens entre personnages. Ensuite, la deuxième partie de votre fiche, ça va être plus ou moins l'endroit pour mettre vos talents, c'est-à-dire toutes les règles spéciales qui viennent faire que le jeu ne consiste pas juste à lancer Brawn, Agility, Wits et Présence. Et un dernier petit truc, c'est que vous avez un endroit pour marquer vos points de story, donc vos points d'histoire et vos points de spark. Ça veut dire quoi, spark? Ouais, c'est bien étincelle. Donc les points de spark, c'est un peu des points de fortune, quoi. C'est un peu des points pour booster vos actions. Donc la base du jeu est très très simple, mais il y a plein de petites subtilités à découvrir en jouant. Donc la mécanique de résolution, qu'est-ce que c'est? Quand les choses deviennent risquées et dramatiques, jetez un dé pour voir ce qui va se passer. Prenez une poignée de D6 égale à la stat que le MJ vous indique d'utiliser. Ensuite, on garde seulement le dé le plus haut pour savoir le résultat. Donc si notre dé le plus haut sur notre pool de D6, par exemple, j'ai 3 en agilité, je dois faire un jet d'agilité, je vais jeter 3 D6 et je vais garder le meilleur résultat. Si le meilleur résultat parmi mes D6, c'est un 6, mon résultat est parfait, ça veut dire que je réussis à faire ce que je voulais. Sur un 4-5, il est messy, donc ça veut dire c'est pas tout à fait ce que je voulais, c'est-à-dire que je réussis à faire ce que je voulais, mais il y a une conséquence néfaste. En l'occurrence, dans le jeu, ça va permettre au MJ de faire un impact move, un move d'impact, un move de conséquence pour venir me poser des problèmes. Et sur un 1, 2, 3, enfin si mon D6 le plus haut dans mon pool de D, c'est un 1, 2 ou 3, j'ai roll un grim en fait. Et à ce moment-là, non seulement j'ai pas réussi, mais en plus, le MJ va pouvoir faire un impact move. Donc ça rappelle, pour ceux qui connaissent les PBTA, et puis bien sûr, ça rappelle Blades in the Dark. Si j'ai 2 6 dans mon pool, je fais un critique. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir choisir, en plus d'avoir réussi, d'ajouter un effet plus puissant, un effet secondaire, ou préparer un follow-up, c'est-à-dire donner un bonus à la prochaine action qui capitalise sur la mienne. Genre par exemple, j'attaque un monstre, je dis n'importe quoi, je fais un critique, je peux dire ok, j'ai ouvert la garde du monstre, et donc du coup, quand mon pote il va l'attaquer après, il aura un bonus parce que moi j'ai fait un critique avant. Et potentiellement, je peux aussi faire un jet qui va être un désastre, c'est-à-dire pire qu'un grim, et on va comprendre pourquoi tout de suite, puisqu'en fait, à mon pool de dés là, donc moi de base je jette juste mes D6, le MJ peut ajouter des thorns, donc des épines, qui vont lui permettre de réguler la difficulté des jets. En fait, le MJ peut décider qu'on ait des jets plus ou moins difficiles, et donc pour ça, il va nous donner des épines, des thorns. Donc des épines, c'est quoi? Ce sont des D8 qu'on vient ajouter à notre pool de dés. Donc je vais jeter mes D6, plus les D8 que le MJ m'impose, et pour chaque 7 ou 8
sur les D8, je vais cutter mon jet de dés. Il va y avoir une cut. Je me suis coupé sur les épines, on pourrait dire. Et donc du coup, ce que ça va faire un cut, c'est que ça va réduire la qualité de mon jet. Donc prenons un exemple, je jette tous mes D6 et je fais un 6. Enfin, mon meilleur dé, c'est un 6. Donc normalement, c'est un perfect. Mais je devais aussi jeter une épine parce que le monstre ou l'obstacle est particulièrement difficile à surmonter. Et ce D8, lui, il a fait 7 ou 8. Et ben du coup, je vais réduire d'un cran la qualité de ma réussite. Donc normalement, j'ai fait un perfect, ça devient un messi. Donc vous voyez, ici, on a un schéma qui l'explique très très bien. Si mon jet est cut, ben, il passe de perfect à messi ou de messi à grim. Et il peut même passer de grim à disaster. Parce que si mon meilleur D6, il fait 1, 2, 3 et qu'en plus, mon jet, il est cut, c'est pire que grim, c'est disaster. Donc en gros, là, on double, enfin, on empire à fond les conséquences que je devais me prendre, quoi. Le MJ me défonce. Petite chose importante à noter, d'ailleurs, c'est que lorsqu'on fait un critique, c'est-à-dire un double 6, hein, on ignore tous les cuts. Donc on ignore en gros les D8 qu'on avait lancés en plus. Donc ça, c'est peut-être une petite différence par rapport à certains jeux PBTA, tout ça. C'est qu'en fonction de la situation, le MJ va pouvoir un peu plus mettre de variables dans le jet, quoi. Ça reste très léger, mais il y a une petite part d'arbitrage. Bien sûr, il faut que ce soit cohérent, consistant, à essayer d'être consistant dans l'arbitrage. Et donc on a des petites indications pour ça. Donc les épines, 1 ou 2 D8 ajoutés à votre jet par le MJ pour refléter quelque chose de plus difficile que la normale. Un jet normal, c'est un jet déjà un peu difficile, parce que sinon il n'y aurait pas d'enjeu, on jetterait peut-être juste pas les dés. Donc on le ferait à plus 0 thorn. Mais le MJ peut ajouter des thorns avec son gut feeling, donc à l'instinct. Il peut rendre la chose vraiment difficile en mettant plus une thorn, ou extrêmement difficile en mettant 2 thorns, ou impossible si dans sa manière d'arbitrer, il imagine que ce serait 3 thorns ou plus. Normalement, on jette pas de dés, on fait pas de jet avec 3 thorns. Maximum, on met 2 D8 dans notre pool de dés. Au-delà, on se dit, ok, en fait, c'est juste impossible. Il faut trouver un autre moyen de faire cette action, de la rendre plus facile, trouver du matériel adéquat, affaiblir l'adversaire. Par exemple, je sais pas, il y a un ennemi, il a une garde impénétrable, une énorme armure de plate et tout, et j'essaie de l'attaquer avec une cuillère. On considère que c'est impossible. Donc non, il faut que j'aille chercher une épée ou que j'arrive à le faire tomber avant. Donc je vais faire une action avant pour le faire tomber, qui ne pourra pas lui infliger de dégâts, juste pour le faire tomber, pour ensuite pouvoir faire une action en espérant lui faire des dégâts, parce que j'aurais pu réduire en fait la difficulté de l'action, et du coup je pourrais peut-être passer un jet à 2 thorns, 1 thorn ou 0 thorn. Donc là on nous donne des exemples de la matière à arbitrer, par exemple l'échelle, genre j'attaque un dragon, probablement que je peux pas juste dire j'attaque le dragon, quoi. Il faut d'abord que je passe sous ses griffes, que j'arrive à m'approcher suffisamment de lui avec une arme suffisamment aiguisée, etc. Ça peut être le skill de mon adversaire, ça peut être le nombre en face. Mon MJ peut me mettre des sornes parce que je suis entouré par toute une troupe de bandits, je suis en infériorité numérique. Ça peut être l'environnement, l'entraînement, les outils. Ça peut aussi être des choses intangibles, puisqu'on nous parle d'un jeu assez dramatique, par exemple, de fortes émotions, les mauvaises informations, du mojo, etc. C'est pour ça que, d'ailleurs, cette histoire de fortes émotions, etc., votre MJ, comme on considère qu'on est dans un jeu plutôt narratif, il pourrait aussi vous donner des sornes par rapport aux traits et aux désirs que vous aurez choisis sur votre fiche. Donc ces choses qu'on avait dit ne pas être vraiment mécaniques, elles peuvent venir impacter l'arbitrage par contre. Par exemple, si j'ai dit que mon personnage était honorable et qu'il s'apprête à faire un truc qui va contre son honneur, finalement, peut-être que le MJ va mettre une sorne et que si je rate mon jet, ce qu'on va dire dans la fiction, c'est que en fait je voulais le faire mais finalement j'y arrive pas, je le fais pas. Et du coup, je m'humilie en public parce que, je sais pas, je devais exécuter Ned Stark, mais j'ai beaucoup trop d'honneur pour ça, je l'estime trop, et au dernier moment, je ne parviens pas à le faire, quoi. J'en sais rien, un truc dans le genre. Petite chose à noter, dans les sornes, là, les fameuses sornes, il peut y avoir des sornes qui me sont imposées par des blessures, et celles-là, elles viennent vraiment, on va dire, en plus de celles que le MJ m'aurait données par l'arbitrage, mais on nous dit qu'elles ne contribuent pas à rendre l'action impossible. Donc si par exemple à un moment donné je suis bloodied ou que je suis blessé parce qu'il y a une de mes caractéristiques qui est marquée, ça pourrait amener mon jet à 3 thorns théoriquement, et si je comprends bien le jeu, en fait je resterai à 2 thorns, ça rendrait pas l'action impossible. Donc voilà, on est dans un jeu à la 2D6 bullshit et tout ça, et en tout cas sur la base, et on nous parle de smooth flow, donc ça veut dire que si à un moment donné on se dit qu'un échec pourrait ralentir la partie, etc., on essaie de faire continuer toujours d'avancer l'histoire vers quelque chose de plus dramatique, ou alors on paye un prix énorme potentiellement pour réussir l'action. Le but, c'est de raconter une histoire. Donc je vais pas aller dans tous les détails et tout. Ici, on a des détails sur comment ça marche pour venir aider un autre personnage, le travail d'équipe,
les setups, etc. C'est-à-dire s'entraider. Donc ça va donner des petits bonus d'un dé. Par exemple, je fais une action pour aider un joueur, bah, il y aura un dé de plus pour sa prochaine action, etc., etc. Donc, contrairement à un PBTA, une chose à noter, c'est qu'il n'y a pas de move. C'est au MJ de me dire quand est-ce que je lance les dés. Moi, je raconte la fiction, et lui, il vient me dire, ok, tu vas faire un jet de machin. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est assez traditionnel comme manière de procéder. Donc ça, c'est vraiment la mécanique de base. C'est le jet d'action. Ça couvre quasiment toutes les situations du jeu. Maintenant, il y a d'autres jets possibles. Il y a un petit jet de montage qui nous permet de jouer un peu des petites ellipses. Et donc, le jet de montage, on se pose pas de questions, il n'y a pas de caractéristiques à prendre en compte. On jette 2 dés et on lit ce que les 2 dés nous disent. Et s'il y a plusieurs personnages qui participent à la même action un peu en montage, genre je sais pas, on fait un trek en montagne, bah ils jettent tous 2 dés, ça forme un même pool, ils partagent tous les mêmes risques et on prend le meilleur dé de ce pool de dés. Donc je sais pas, par exemple, on dit on traverse la forêt, on n'a pas vraiment envie de jouer chaque jour de la traversée de la forêt, on va faire un montage un peu cinématique, mais on veut quand même savoir s'il nous arrive une couille en route. Parce que on se dit, il pourrait y avoir un événement qui vient perturber le voyage, quoi. Donc dans ce cas-là, on va tous prendre 2 dés, tous les jeter en même temps, regarder le plus élevé. Et si le plus élevé, bah, c'est un 4-5, enfin 1, 2, 3, 4, 5, il va y avoir une complication quand même à un moment donné, quoi. Un truc que je trouve vraiment très très cool dans le jeu, c'est que le MJ, moi en tant que MJ sur ce jeu, je m'amuse pas mal parce que j'ai des petites mécaniques de MJ. C'est un truc que je reprochais sur Daggerheart. Daggerheart, c'est donc le jeu de rôle créé par Darrington Press, donc un peu sous la houlette de Critical Role, j'ai envie de dire. Et il y avait une meta-currency pour le MJ, mais alors quand j'avais testé, c'était il y a longtemps, ça tombe, le jeu a changé et tout. Au moment où j'avais testé, il y avait voilà, des mécaniques pour le MJ, il avait des petites pièces qu'il pouvait dépenser et tout. Sur le papier, je trouvais ça stylé. En jeu, je trouvais que j'en avais plein, que je savais pas quoi en foutre et tout. Et donc, j'étais resté un peu sur la conclusion que, ah ouais, les meta-currency pour le MJ, bof bof. Je trouve que dans ce jeu, ça le fait très très bien et je kiffe vraiment jouer à ce jeu en bonne partie pour ça. En fait, le MJ, là où les PJ, ils ont des story points, des spark points, des machins, lui, il a des points de suspense. Donc au début de la partie, il a un point de suspense et à différents moments de la partie, il va pouvoir en récupérer. En fait, ce que ces points de suspense vont faire, c'est qu'il va pouvoir demander des sortes de jets de sauvegarde, on va dire. Normalement, dans les jeux PBTA, etc., c'est les PJ qui racontent ce qu'ils font. Et si, dans ce qu'ils racontent, ils activent un des moves du jeu, alors il y a un jet de dés. C'est un peu la même logique dans Grimwild. Les PJ racontent ce qu'ils font, et à un moment donné, ils peuvent raconter un truc, genre j'essaye d'escalader un mur, et bah le MJ il va dire ok, c'est pas si facile d'escalader le mur, fais-moi un jet de dés. Mais il peut aussi demander des jets de défense. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt à l'initiative du MJ que vient le jet. C'est pas une action du joueur nécessairement qui déclenche le jet. Et donc ça permet, entre guillemets, que les monstres et tout l'univers du MJ peut attaquer, en fait. Ce dont on n'a pas toujours, je trouve, l'impression en termes de feeling quand on joue à un PBTA. Ici, on a une mécanique pour ça. Donc potentiellement, dans un PBTA, ça pourrait arriver, par exemple, quand il y a un PJ qui donne une occasion en or qui ignore un danger. Mais là, on peut vraiment le faire plus activement, par exemple, pour demander des sortes de jets de sauvegarde ou activer des pièges ou frapper très fort en tant que MJ. Je peux utiliser mes points de suspense pour attaquer et dire ok, fais-moi tout de suite un jet d'agilité, sinon tu vas te retrouver projeté par la queue du dragon que tu n'avais pas vu arriver. Et ce jet que je demande, c'est à mon initiative en tant que MJ, c'est pas parce que le PJ m'a dit qu'il faisait X ou Y. Donc un jet de défense comme ça fonctionne plus ou moins comme un jet d'action, à ceci près que si je fais un résultat parfait, bah en fait, j'évite le danger que le MJ m'a balancé dans la tronche. Si je fais un résultat messi, je subis le danger, mais le MJ réduit les conséquences, donc je prends pas tous les dégâts ou je sais pas quoi. Et si je fais un grim, je prends tout dans la tronche. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'un jet d'action. Ça fonctionne de la même manière, le jet de dés reste le même, mais celui qui a l'initiative, c'est pas le PJ. Et surtout, le jet ne consiste qu'à résister à un truc et pas à réussir une action que mon personnage essaie d'entreprendre, en fait. Donc voilà la petite différence. Ensuite, on a les pools de dés qui se réduisent. Donc ça, c'est vraiment un des trucs, je dirais, un peu au central du jeu, ou peut-être un peu de ses originalités. Donc on a un système d'horloge, mais qui fonctionne en pool de dés. On va prendre un nombre de D6 pour représenter, par exemple, le temps qui passe, ou les points de vie des monstres, ou la durée que prend une tâche à faire, ou une quantité de ressources. En gros, un truc une ressource qui s'épuise. Ça fait aussi penser un petit peu au dé d'usure, ou encore à l'effort dans Index Card RPG. Donc je vais prendre un exemple. Par exemple, j'essaye de défoncer la porte alors que la pièce est en train de se remplir d'eau. Je décide que la porte, c'est un pool de D6, par exemple, de 6 D6. Ok ? C'est un peu les points de vie de la porte, entre guillemets.
À chaque fois que je vais faire une action qui contribue vraiment à défoncer la porte, je vais lancer les dés de la porte. Donc au début, c'est un pool de 6 D6. Je jette tous les D6, je jette les 6 D6, et pour chaque 1, 2 ou 3 du pool, je retire les dés. Donc là, par exemple, moi j'ai fait un G juste à côté de moi, j'ai jeté mes 6 D6, et j'ai 2, 1 et 1, 2, donc 3 dés qui ont fait 1, 2, 3. Je les retire, et maintenant la porte, son pool n'est plus que de 3 D6. Et donc la prochaine fois que je vais faire une action pour essayer de défoncer la porte, je vais lancer ces 3 D6 qui me restent. Je les jette, j'ai fait 6, 4, 3, donc je retire le 3 parce que c'est un 1, 2, 3, et la porte a encore 2 D6. Et admettons, je refais une action pour essayer de défoncer la porte, je jette les dés, j'ai fait 5, 4, j'ai pas du tout réussi à défoncer la porte, etc., etc. Et je vais jeter comme ça jusqu'à épuiser le pool de D6. Donc en fait, au fur et à mesure, je retire des D6. Et au moment où j'ai complètement épuisé le pool de dés, la fiction change. C'est-à-dire ici, la porte se casse. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs. Vous pouvez l'utiliser pour savoir quand est-ce qu'une faction va réagir. C'est une sorte d'horloge. Vous pouvez l'utiliser pour faire les points de vie d'un monstre que vous voulez un petit peu fort. Parce qu'il faut savoir que dans Grimwild, vu que c'est un jeu narratif, entre guillemets, tout se vaut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, de fiche de caractéristiques de monstres qui a plus ou moins d'armure, etc., etc. Je peux décider dans ma campagne que les gobelins sont très dangereux ou qu'ils sont pas dangereux. On utilisera plus ou moins les mêmes règles. Ça va se jouer à l'arbitrage. Tout se vaut. Ce n'est pas un jeu qui simule des choses. Et donc, par exemple, à un moment, je peux combattre un gobelin et dire vas-y, on va le jouer en un jet de dés, ou alors même les gobelins sont tellement faibles par rapport aux personnages qu'on imagine comme héroïques que quand vous voulez combattre un gobelin, vous racontez juste comment vous le battez. Mais maintenant, s'il y a, je sais pas, on combat 30 gobelins, bah, plutôt que de traquer tous les petits points de vie des gobelins, on va dire que les gobelins, par exemple, sont représentés par un pool de 8 D6. Et à chaque fois qu'on va faire une action qui contribue vraiment à défoncer des gobelins, genre par exemple, je sais pas moi, activer, balancer une charrette sur les gobelins, ou mettre un grand coup d'épée pour faire tomber tous les gobelins dans le ravin, ou je sais pas quoi, on va pouvoir jeter le pool de D6 qui représente le groupe de gobelins en fait. De la même façon, si on considère qu'il y a un adversaire qui est vraiment très très fort, genre un personnage très important, on peut dire qu'on peut pas le battre en un seul jet de dés, lui. Je peux pas faire un jet d'action et dire hop, je le tue. On peut se dire on veut jouer ça en plusieurs passes d'armes un peu, et donc dans ce cas-là, je vais dire par exemple que Anakin Skywalker, c'est un pool de 8d6. Et en fait, à chaque fois que je fais des trucs pour blesser Anakin, je jette mes 8d6 et je réduis le pool petit à petit. Un dragon, je pourrais mettre des pools pour représenter chacun des membres de son corps. Par exemple, les ailes, les griffes, la queue pourraient être chacun des pools, et je pourrais créer une sorte de règle, une sorte de défi pour affronter le dragon, qui consisterait à dire je peux pas attaquer le corps du dragon et l'achever tant que j'ai pas détruit au moins une partie de son corps avant. Donc il faut d'abord que j'épuise le pool de dés des pattes pour pouvoir accéder au corps. Voilà. Et donc après, bien sûr, vous avez des indications et plein de manières de vous servir de cette mécanique. Ça, c'est une des mécaniques de base qui fait partie un peu de la boîte à outils du jeu, et il y a plein de manières de le décliner. Donc on nous dit un pool de dés pour que si on veut un truc relativement rapide, c'est 4 dés, et si on veut un truc long, c'est 8 dés, et un truc moyen, 6 dés, donc un entre-deux. Donc ce qu'il faut comprendre mathématiquement, c'est que à chaque fois que vous allez jeter votre pool de dés, normalement, statistiquement, il se vide de moitié. Donc c'est-à-dire qu'un pool de 4 dés, allez, il va se vider normalement en 2-3 G, quoi. Un pool de 6D, 3-4, et un pool de 8D, plutôt 4-5, quoi. Ça, c'est un peu au pifomètre, bien sûr, il y a de l'aléa. J'ai pas fait les calculs, mais sur le site, le Discord, etc. de Grimwild, il y a des trucs pour voir un peu comment ça marche mathématiquement. Et donc, bien sûr, on nous dit quand le pool se réduit, etc., il faut le refléter dans la fiction. Il faut que ça raconte quelque chose dans l'histoire. Le but, c'est pas juste de jeter le pool en mode jeu de société. À chaque fois, on raconte un peu, etc. Et on nous dit aussi que pour éviter la situation où genre il y a un pool qui veut absolument pas se vider, on peut utiliser des règles. Si aucun dé n'est retiré d'un pool de tâches alors qu'on a fait une réussite, genre par exemple je dis j'essaie de défoncer la porte, je fais mon jet d'action, je fais une réussite. Donc du coup comme j'ai fait une réussite, je contribue à péter la porte, je jette mon pool de dés. Il n'y a aucun dé qui s'enlève. Dans ce cas-là, on peut choisir un effet secondaire à la place. Et on nous dit aussi que s'il restait plus qu'un dé dans le pool et que le dé il nous résiste, vous voyez, genre on combat un dragon, on a réduit son pool, il n'y a plus qu'un dé 6. À chaque fois qu'on l'attaque, il fait tout le temps 4, 5, 6 le dé, donc en fait on n'arrive pas à l'achever. On peut décider de faire un push pour enlever le dernier jet de dé. Donc le push, on verra ça plus tard. Donc voilà, ça, je pense que vous avez compris grosso modo l'idée. C'est une mécanique qu'on va pouvoir décliner de plein de manières différentes. Donc maintenant qu'on a vu le système de résolution de base, on pourrait passer aux petites mécaniques qui font un peu le sel du truc. Mais j'ai envie de garder cette vidéo assez courte et d'en faire sûrement une deuxième pour aller plus loin. Et donc je vous propose d'avancer dans le bouquin, plutôt en vous disant globalement ce que j'ai aimé, plutôt que de regarder mécanique par mécanique.
Je ferai sûrement une vidéo pour repasser sur vraiment chaque page, etc. Donc, grosso modo, ce que j'aime bien, c'est que le jeu, pour nous permettre d'être dans un aspect cinématique, va faire l'abstraction de pas mal de choses. L'équipement, les compétences, etc., etc. On pourrait, je pense, assez facilement, si on veut avoir un petit peu plus de crunch, le mettre en place. Mais basiquement, on peut vraiment jouer sans se demander ce que j'ai dans mon sac. Avoir une épée et une dague, grosso modo, c'est très grosso modo parce que ça peut changer des choses dans l'arbitrage. Mais c'est la même chose, il n'y a pas de différence de dégâts entre les armes, les machins. Donc on peut vite se plonger dans l'histoire et jouer plus pour décrire, faire des trucs épiques, tout ça. Donc la mécanique répond bien à la promesse du jeu. C'est pas une qualité en soi du jeu. On peut aimer d'autres styles de jeu, mais sur l'aspect cinématique et tout, le jeu nous le fait bien. Donc pour ça, on a le Vantage, c'est-à-dire cette idée que l'équipement qu'on devrait avoir sur nous, eh ben on l'a. Voilà. Tant qu'on imagine que ça passe et on arbitre à la limite si ça passe pas, parce que on a des petites règles aussi pour faire du rulings over rules. En fait, on nous invite à trancher les trucs qui sont pas tranchés par les règles à la volée. Le jeu est léger à ce niveau-là. On a aussi la possibilité de faire un petit peu de narration partagée, mais c'est assez cadré parce que la narration partagée, encore une fois, est plus ou moins limitée par ce qu'ils appellent notre vantage, donc c'est-à-dire l'ensemble des choses qu'on imagine comme liées à notre personnage. C'est-à-dire que si j'ai un archétype de rôdeur et tout, on imagine que je peux connaître un peu des légendes sur la forêt, on imagine que j'ai de l'équipement de forestier, que j'ai voyagé, que je sais un peu survivre, allumer un feu, tout ça, tout ça. Et quand je vais vouloir faire de la narration partagée en utilisant des points d'histoire, qui est une des mécaniques du jeu, je vais être un peu limité à ce cadre-là. Le jeu n'est pas un jeu où on invente en permanence des choses sur l'univers et où on écrit tous ensemble l'histoire en partant dans toutes les directions. On arbitre à partir du vantage du personnage. Donc je trouve en gros, pour faire simple, que le jeu donne beaucoup de liberté sur la manière d'interagir avec lui, mais avec des limites sur la portée à laquelle on peut interagir avec lui. Ensuite, ce que je trouve cool, c'est que le jeu est quand même potentiellement relativement mortel et que, contrairement à certains jeux narratifs, j'ai l'impression qu'il propose quand même aussi de se battre un peu. Parce que des fois, dans les jeux narratifs, l'adversité, etc., moi, j'ai moins la sensation de la ressentir. J'ai moins l'impression, par exemple, que les joueurs font vraiment des trucs pour battre les PNJ, battre les monstres, etc. Alors que dans ce jeu, ouais, le MJ peut frapper très très fort, mais les PJ ont sur leur fiche des armes pour se défendre. Et donc, je trouve qu'on garde quand même un petit peu une sorte de synesthésie joueur-personnage, si je puis dire. Au moment où mon personnage est dans la merde, je peux aller chercher des trucs sur ma feuille pour vraiment essayer de gagner, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. On a aussi des mécaniques par rapport un peu aux états émotionnels et tout qui sont plutôt sympas. Donc, on va dire que globalement, avec une base très simple, mais plein de petits talents, de petits trucs et tout, je trouve le jeu très très intéressant. Pour ce qui est de la magie, c'est freeform, donc ça, c'est plutôt cool. Avec, encore une fois, des guidelines. On le verra probablement dans une vidéo où je reviendrai plus en détail sur chacune de ces mécaniques. On a des trucs sur les objets magiques. On a des exemples de jeux, et ensuite on a des trucs pour le MJ. Donc cette histoire de points de suspense, comment utiliser ses moves de MJ, etc. Tout ça c'est pareil, on le verra dans une autre vidéo. J'ai envie de vous montrer un peu ce que globalement contient le livre. On a des conseils pour créer des challenges. Donc en fait, utiliser les mécaniques dont on a parlé. Les épines, les thorns là, les poules de dés, pour pouvoir créer des situations ludiques assez intéressantes. Donc on sent qu'on a une boîte à outils et qu'on va pouvoir essayer pas mal de choses différentes. Comment est-ce que je peux gérer une faction avec les poules de dés? Comment je peux essayer de gérer une scène de négociation avec les poules de dés? Comment je peux essayer de gérer une infiltration, etc. avec les poules de dés? On nous donne aussi des idées pour les combats. Vous voyez, on retrouve le combat kit, donc le truc dont je vous parlais. On peut combattre des mooks, des gobelins, où là, finalement, c'est juste du set dressing. Donc en fait, c'est juste pour l'ambiance qui sont là, mais on les combat pas vraiment. Ou alors, s'ils sont très nombreux, ok, on joue le combat et on crée un pool de dés. Tandis que si on combat un boss, bah ouais, là, on va s'intéresser à ce combat. Donc on a des petits conseils et tout. Donc en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui est nouveau, mais qui est simple et je trouve quand même plutôt bien expliqué. Enfin, franchement, pour un premier jet comme ça de l'auteur, moi, je kiffe. Je suis tombé là-dessus par hasard, je suis très content d'être tombé là-dessus, honnêtement. Donc là, encore des exemples de jeux. Et qu'est-ce qu'on a en termes de contenu, si je puis dire? Donc on est déjà passé rapidement sur les aventuriers, là, tout à l'heure. En gros, on crée des personnages en répartissant nos stats, en choisissant des traits, etc., etc. Je trouve personnellement que la création de personnages est plutôt cool. Alors, je ne l'ai pas faite pour moi-même parce que j'ai été que MJ sur les 4 parties que j'ai faites. Mais je trouve que le fait de choisir des désirs et des traits qui sont sur la fiche à la manière d'un playbook, ça va très très vite et c'est plutôt bien fait dans ce jeu. Je trouve ça sympa.
Pareil pour les liens et tout. Et puis après, bah, comme on le disait tout à l'heure, on va choisir nos talents. On va choisir également 2 backgrounds qui vont nous permettre de mieux définir notre vantage. Donc voilà, ce à quoi notre personnage a accès, etc. Donc tout ça, je trouve que c'est très cool. Moi, personnellement, il y aura peut-être une vidéo spécifique pour ça. Il y aura peut-être 3 vidéos sur le jeu. Je verrai si j'en fais 2 ou 3. Je trouve que les classes me donnent tous envie d'être jouées. Moi, j'aimerais bien jouer aussi en tant que joueur à ce jeu. Donc ça me donne envie de le maîtriser en fait. Je trouve que toutes les classes ont des trucs trop stylés. Un autre truc qui est assez intéressant, je suis pas sûr d'adorer, mais pour l'idée, je trouve que c'est cool. C'est la manière dont fonctionne l'exploration, qui me semble relativement optionnelle, c'est-à-dire que c'est pas imbriqué avec les mécaniques des personnages, donc on pourrait ne pas l'utiliser dans l'absolu, ce truc-là. Mais on a une sorte de mécanique d'exploration participative. C'est-à-dire qu'on se dit on est dans un bac à sable, on joue pas dans un univers préexistant, on peut jouer dans un univers préexistant, cela dit, mais on n'est pas obligé. Et dans ce bac à sable, en fait, on va créer une map ensemble et on va avoir des tokens d'exploration qui est une sorte de monnaie pour les joueurs. Et avec ces tokens, ils vont pouvoir acheter des trucs qu'ils mettent sur la map. Par exemple, on crée une petite carte de base. Et puis, avec les tokens, acheter des choses. Donc, par exemple, quand j'entends admettons, j'essaie d'écouter les rumeurs dans une ville, mon MJ peut me dire, OK, tu prends 2 tokens d'exploration et tu vas rajouter sur la carte ce que tu as entendu des rumeurs. Et donc, le PJ va pouvoir se dire, ah, OK, je pense que j'ai entendu dire qu'il y avait une caravane qui avait disparu à l'est d'ici. Et il va dépenser des points d'exploration pour écrire un petit point d'interrogation, par exemple, sur la map « Caravane disparue ». Et comme ça, on va tous contribuer à remplir la map au fur et à mesure du jeu. Et ce qui est cool, sur le papier, à voir en jeu, je pense que ça plaira pas à tout le monde. Moi-même, je me dis, il y a des trucs que je voudrais limiter, tout ça. Mais ce qui est cool, c'est que l'idée que ce soit avec des tokens, en fait, une sorte de monnaie, ça fait que c'est pas un jeu genre microscope. On fait une session 0 où on crée un monde et ensuite terminé. Là, on peut commencer à jouer sans rien créer en session 0 et donner cette monnaie pendant la partie. Par exemple, les PJ accèdent aux archives de la ville dans lesquelles il y a des vieilles cartes de la région. Et là, on leur dit, OK, on fait une petite phase world building un peu où vous décidez de ce que vous avez découvert dans ces cartes et on vient écrire des trucs sur la map, par exemple. Et on a un peu la même idée pour les donjons, les villes, tout ça. Donc déjà, pour les donjons, je trouve que il y a une sorte de... Ça me crée un peu une sorte de petite dissonance cognitive. Vous voyez, ce que je me dis, quand on va dans le donjon, on a envie vraiment de découvrir ce qu'il y a dedans, mais à voir. Voilà, c'est un outil supplémentaire dans la boîte, et je pense que il peut y avoir de la réflexion très très intéressante autour de ça, est-ce qu'on aime bien, est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce que ça produit. On a plein de tables aléatoires, donc le jeu est vraiment très très complet. Hein. Encore une fois, là c'est juste, il y a un bouquin de base et c'est le jeu quoi. Il fait 178 pages et il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Ensuite on a les monstres, et donc on a vraiment un bestiaire vachement complet quand même, je crois qu'il y a 100 monstres. Et donc bien sûr, ils n'ont pas de stats, ils n'ont pas des points de vie, des dégâts, tout ça. On a parlé de la règle, vous avez bien compris que c'était pas le délire du jeu. Mais il y a plein de traits, et pour chaque monstre, en fait, on a des petites inspi. C'est-à-dire que par exemple, un roc, donc cet oiseau géant là, eh bien on nous dit on nous donne une petite description, on nous donne un peu ses points forts, ses points faibles pour justement arbitrer les sornes, etc. On nous dit potentiellement ce qu'il pourrait vouloir, donc retourner dans son nid, et ce qu'il ne voudrait pas. Être distrait de ce qu'il a à faire. On nous donne des toutes petites catchphrases pour le décrire, aussi grand qu'un nuage, une vaste silhouette à l'horizon, des battements d'ailes qui résonnent dans la montagne, une énorme bourrasque de vent, des trucs sensoriels pour décrire en fait son arrivée. Et puis, à chaque fois, on a une petite table aléatoire de trucs qui peuvent nous donner des idées, par exemple, de potentiels acheteurs d'œufs de roc. On jette un des 6 et il y a un ordre de druides qui pourrait vouloir des œufs de roc. Donc ça, je trouve que c'est super cool comme petit bestiaire. Et il est assez copieux. Et vous voyez, quand je vous parlais du dragon tout à l'heure, tout ça, il y a ces fameux monstres où on se dit, ouais, ils sont quand même massifs, ça devrait être un truc de ouf de les combattre. Et donc, où on retrouve... Alors, c'est pas pour le dragon, tiens, c'est marrant. Je pensais que c'était pour le dragon. Par exemple, le démon, voilà. Le démon, vous voyez, on nous propose toute une idée de comment prep un combat stylé contre le dragon. Et genre, comment attaquer son corps. Bah d'abord, il faut éviter, je sais pas, moi, son fouet, etc. Et on build un peu une petite encounter autour du démon, sans mettre 50 000 règles en place, quoi, mais juste comment réfléchir, en fait, la narration en amont pour créer un challenge un peu moins au doigt mouillé que d'habitude et faire galérer les PJ tout en étant solide sur les appuis, quoi. Un truc qui est super cool du bouquin aussi, ce sont les story kits. Donc ce sont des scénarios dynamiques en une page. Et il y en a 1, 2. Je pense il y en a... Allez, je vais pas les compter comme ça, c'est relou. Il y a 15 petits scénarios juste dans le bouquin de base. Et ces petits scénarios, ils sont plutôt bien foutus. C'est vraiment des one-shots. On pourrait les jouer peut-être en 2-3 heures, tout dépend du rythme et tout.
Mais ça donne une bonne idée, en fait, ça donne beaucoup d'exemples de comment réfléchir à ce jeu. Et je trouve que c'est vachement important parce que comme c'est un jeu avec un système nouveau, quoi, ça peut être très difficile de savoir comment prep ou comment s'en servir, etc. En particulier si on n'a pas joué aux jeux qui ont inspiré la création de ce jeu. Et là, vraiment, on a plein de petits one-shots. Et ce qui est très stylé, c'est qu'ils sont rejouables parce que dans chacun de ces one-shots, on peut changer des petits paramètres. Donc en fait, juste, c'est que dans l'absolu, je sais pas qui fait ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui feraient ça. On pourrait jouer ces 15 one-shots 2-3 fois et ce serait... bon, déjà, ce serait pas les mêmes parce que les PJ, ils feraient pas du tout la même chose, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on pourrait vraiment en changer la saveur. Par exemple, on nous propose de twister la découverte finale du one-shot. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus clair. Par exemple, on veut jouer la chute de Bastion. Donc c'est un petit scénario pour jouer un siège où il y a une armée qui vient détruire la cité. Donc là, on nous donne un peu des phases qui pourraient se passer, des horloges de comment l'ennemi avance et tout. Et puis là, on nous donne un petit casting de PNJ, mais pour chacun de ces PNJ, on nous donne différentes versions de ce PNJ pour venir changer un peu le scénario. Par exemple, pour l'armée assiégeante, on nous donne plusieurs idées, parce qu'en fait, finalement, comme c'est narratif, bah, on pourrait dire qu'on nous donne juste des idées, genre, ok, il pourrait avoir une infanterie d'élite et une cavalerie lourde. Ou alors, ça pourrait être une horde de gobelins. Ou alors, ça pourrait être un noble mineur accompagné par des zélotes sans pitié. On nous donne des petites manières de rejouer le scénario, mais en changeant un peu, je voudrais dire, l'esthétique. Et on nous dit comment mixer ce scénario et le changer. Bah, par exemple, dire « Ah, cette fois-ci, j'aimerais bien rejouer ce scénario avec d'autres gens », mais dire que les PJ sont en fait des alliés des attaquants. Donc, en fait, ils doivent saboter le truc. Et je peux reprendre quasiment tout ce qui est dans ce scénario, finalement, et juste dire que cette fois-ci, les PJ, en fait, ils aident les assiégeants et au lieu de vouloir empêcher, par exemple, que l'ennemi avance et qu'il fasse avancer ses horloges, ils vont faire des actions, au contraire, pour faire avancer les horloges parce que ils sont des saboteurs. Donc je trouve ça très très cool qu'il y ait ça dans un livre de base, quoi. Et ensuite, on a les extras, donc ça, c'est les trucs qu'on a que dans la version payante, vous les aurez pas, je pense, si vous prenez la version gratuite. Donc on a des idées pour changer la flavor de fantasy. Donc de base, le jeu, c'est de l'heroic fantasy, mais on nous donne des petites règles optionnelles pour jouer plus en grimdark, low fantasy, sword and sorcery, la cozy fantasy, noble right, high fantasy, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. On nous donne des petits conseils supplémentaires, des règles alternatives. Ici, des trucs pour venir en fait varier des combattants humanoïdes, parce que dans le bestiaire, il n'y a pas les humains, les bandits, les gardes, etc. Encore une fois, c'est un jeu narratif. Mais on nous dit, ouais, comment est-ce que je pourrais justement apporter un peu de variété dans mes descriptions, dans les actions des adversaires, etc. Bah, ils ont repris un peu les profils de Donjons & Dragons 4e édition, avec le blaster, la brute, le marksman, etc. pour nous donner des idées de moves, de réactions, de comment en fait jouer ces PNJ, quoi. Ensuite, on nous donne une liste de questions pour lancer une partie sur le pouce. Moi, c'est ce que j'ai fait là dans mes tests. J'ai lancé des parties sur le pouce avec 0 préparation. Ça marche bien. C'est pas forcément aussi cool que si on prenait plus de temps pour se préparer, mais le but, c'était de tester le jeu. Donc, quand on teste le jeu, on va pas commencer à couper les cheveux en 4 et à faire 3 mois de session 0 et d'échanges sur Google Drive pour créer une histoire, hein. Et donc, je me suis appuyé sur ce genre de truc, des questions pour lancer la game à la manière d'un PBTA. Et donc, ça, c'est très bienvenu. Ici, on a d'autres tables aléatoires pour... encore une fois, cette fois-ci, donner des détails à des PJ ou des PNJ. Donc, il y a beaucoup de matériel. Un code secret de voleur, bon, ça, c'est un petit peu... C'est anecdotique, mais pourquoi pas. Ça peut donner des idées pour créer des puzzles et tout. Ça, c'est un peu, vous voyez, des sortes de bonus de Kickstarter. La classe de l'artificier et du pion aussi, en bonus. Et ensuite, on a toute une liste d'objets magiques qui tiennent vraiment sur pas grand-chose, hein. Mais ça fait le taf. À chaque fois, ils ont une petite description. Des touchstones. Donc, les touchstones, c'est plus ou moins des mots-clés pour faire de la magie, vu que la fameuse magie freeform, et des idées de limitation qui peuvent être vachement intéressantes. D'ailleurs, je trouvais qu'il y avait plein de bonnes petites idées pour créer des objets magiques qui, on va dire, ont des limitations vraiment dans la narration, en fait. Ils viennent créer de l'histoire. On a un générateur random de potions. On a des trucs pour faire du solo play ou jouer en duo, jouer à moins nombreux, etc. Des petites idées. Des notes de designer. Et puis, on arrive au bout de ce survol de Grimwild. Donc voilà, moi c'est un jeu que je kiffe. Je suis assez content parce que, mine de rien, j'ai fait plusieurs petites tentatives de PBTA, des trucs un peu, et même après la Shadow March, j'avais essayé de lancer une sorte de Shadow March avec un système homebrew basé sur Blades in the Dark, et je trouvais que ça puait un peu du cul, mon bricolage. Et là, j'ai l'impression d'avoir un jeu qui vient titiller ce côté un peu narratif, mais ludiste en même temps,
où j'avais pas encore vraiment, on va dire, de jeux qui matchaient cette envie-là. À côté de ça, j'ai envie de jouer à des jeux assez simu aussi à côté. J'aimerais bien en fait avoir des différentes tables avec différents jeux qui remplissent vraiment différentes envies, intérêts, voies d'exploration du jeu de rôle. Et pour le coup, Grimwild, c'est du côté narratif, mais un peu ludique, et il y a quand même, on se bagarre un petit peu, quoi. On raconte pas simplement. C'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour le moment, et je kiffe. Et j'aimerais bien que ça soit plus connu, quoi, parce que c'est un petit jeu, je pense qu'il va passer assez inaperçu. Donc j'ai envie de faire cette vidéo pour vous en parler. Encore une fois, si vous voulez aller regarder le truc gratuit, il est sur Drive-Thru-RPG. Dans la prochaine vidéo, peut-être on regardera quelques exemples de classes, et surtout on ira voir vraiment toutes les petites mécaniques qui sont incitatives dans le jeu. On ira plus loin que la mécanique de résolution de base. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire si vous aviez ce jeu à l'œil, si vous le découvrez. Moi, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Des gros bisous. Merci aux tipeurs. Et on se retrouve sur le Discord. Allez, ciao.